Bonjour à tous, nous allons poursuivre notre série de vidéos consacrée à Little Navmap et plus précisément tout ce qui concerne l'élaboration des plans de vol avec ce logiciel. Dans une première vidéo, on a abordé le vol en VFR, on va maintenant aborder l'IFR et plus précisément les balises. Pour l'instant, on va s'intéresser essentiellement aux balises, aux VOR et aux VOR DME. Alors, je vais vous présenter une série de plusieurs plans de vol par chapitre. On va aller du plus simple, un plan de vol très simple, qu'on va concevoir de manière plutôt intuitive, empirique, et puis ensuite vous allez voir sur des exemples plus étoffés qu'il y a des outils à votre disposition sous Little Navmap qui vous permettent de concevoir très rapidement des plans de vol très complexes, vraiment en quelques secondes. Donc c'est vraiment très utile. Et puis on va voir également des petites astuces. Petites astuces très utiles. Ce logiciel est bourré comme ça de petites fonctions très pratiques. Alors comme vous pouvez le constater, on est revenu en France et toujours sur cette Bretagne où j'aime beaucoup voler, c'est vrai. Nous allons afficher les terrains. Les voilà. Et on va voler ici entre l'aéroport de Vannes et Bagnoles de l'Orne. Alors vous voyez, c'est LFRV et LFAO. Ici, les codes, on les voit directement à l'écran. Vous pouvez tout à fait faire ça directement ici depuis l'écran ou passer par ce petit outil et rentrer vos codes. LFRV, LF. Alors on peut faire un truc comme ça. Voilà, j'ai introduit volontairement une faute, un code qui n'existe pas. Je fais lire la description et vous voyez, vous avez un message d'erreur. Quand il y a une erreur, alors là c'est un plan de vol très simple, mais on pourrait rentrer un plan de vol complet avec des balises, des fixes, tout ce que vous voulez. S'il y a une seule erreur, il va vous signaler, ou plusieurs erreurs, il va vous les signaler ici dans cette partie en bas. Donc là on va corriger. C'est juste une simple inversion de lettres. On lit la description et là il vous dit bien que c'est un vol entre Vannes et Bagnoles de l'Orne et on va créer le plan de vol. Voilà, tout simplement. Nous allons masquer nos terrains et afficher nos balises. Alors, vous voyez que, on va aborder tout de suite une petite astuce. Vous voyez que quand vous avez des fois des affichages un peu fouillis comme ça avec les symboles, vous pouvez tout à fait en allant dans Outils, dimensionner ces symboles. Alors il faut aller ici dans affichage de la carte. Ici ce sont les nav heads, les balises qui nous intéressent. On peut par exemple augmenter la taille de ces symboles. En fait appliquer. Voilà, ça facilite pas vraiment la lecture ici. On peut bien sûr les réduire. Et vous faites appliquer. Voilà. Vous voyez qu'ici on a réduit de 50% l'affichage. Alors c'est vrai que c'est parfois pratique quand on a affiché des zooms comme ça, des niveaux de zoom un peu bas, et que l'affichage est en train tous les symboles, l'affichage des symboles est en train de nous rendre la carte complètement illisible. Vous voyez que là ça peut avoir un côté pratique quand même assez, ça peut être assez utile. Alors, voilà, je trouve que c'est quand même très utile. Il y a encore plus simple que ça. Alors on va revenir ici, on va mettre nos symboles à 100%. Voilà, on va revenir sur cet affichage. Eh bien, vous savez qu'on peut zoomer et dézoomer simplement avec la molette de la souris. Eh bien, il y a une petite astuce qui vous permet de faire la même chose avec les symboles de la carte. Alors, ça concerne tous les symboles, ça concerne également les balises NDB, les terrains, les fixes, etc. Ça concerne tous les symboles. Ici, je vous ai mis les NDB également et les terrains. Vous allez appuyer sur la touche CTRL en bas à gauche, par exemple, du clavier, vous maintenez cette touche enfoncée et avec la molette de la souris, vous allez zoomer et dézoomer et vous voyez que directement, vous pouvez comme ça très simplement modifier la taille de l'affichage de ces symboles. Voilà, c'est très pratique. C'est un petit raccourci très simple, petit raccourci clavier, contrôle et molette de la souris. Voilà, tout simplement. On va revenir maintenant sur notre plan de vol. Alors, vous voyez que notre plan de vol, on va cacher les symboles qui ne nous intéressent pas. Voilà, on va garder juste les balises et bien sûr notre itinéraire. Vous voyez que autour de notre plan de vol, ici, de notre itinéraire, on a des balises qui sont dispersées et plutôt éloignées, donc qu'on ne pourra pas utiliser. On n'en a pas sur le point de départ ni sur le point d'arrivée, mais par contre, on a
de la chance, d'une certaine façon, hein. Enfin, c'est une chance un peu que j'ai un peu provoquée. On a une balise juste ici qui est quasiment sur notre itinéraire et qui est à peu près, pas tout à fait à la moitié, mais pas loin de la moitié, hein. C'est à peu près du 60%, 40% hein, de notre, ici sur la totalité de notre itinéraire. Cette balise, bien sûr, c'est la seule option hein, qu'on ait à notre disposition. On va l'intégrer à notre plan de vol. On fait un clic droit sur la balise et on l'ajoute. Voilà. Si vous allez afficher ici votre plan de vol, hein, vous avez bien l'aéroport de départ, d'arrivée et la balise qui apparaît ici. Pour qu'un plan de vol comme ça soit utilisable, hein, il faut bien sûr que la portée de la balise couvre, puisqu'on n'a qu'une seule balise, hein, couvre la totalité de notre itinéraire. Alors pour connaître la portée d'une balise, on peut simplement mettre la souris dessus et ça vous dit ici qu'elle fait 150 nautiques de portée. Le rayon, hein, le rayon de la portée de 150 nautiques. Si vous cliquez sur la balise, vous avez également hein, dans cette petite fenêtre d'information la portée qui s'affiche. 150 nautiques, hein, c'est un VOR assez puissant. Et bien vous voyez que la première partie de notre itinéraire ici fait 45 nautiques. La deuxième partie fait 61 nautiques. Donc on est largement couvert ici. Hein, notre itinéraire est largement couvert par cette balise. Donc ce plan de vol est tout à fait réalisable avec cette seule balise ici sur notre trajet. Il suffira ensuite de déterminer les QDM, hein, QDM et QDR, de voir la fréquence de la balise, bah, elle apparaît ici, hein, c'est la 109.25, voilà, et de régler ça ensuite hein, sur notre radio de navigation. On peut s'intéresser également aux espaces aériens que nous allons traverser. Alors on peut afficher notamment les espaces ici restreints et interdits. Alors, ça peut être intéressant. Alors on s'est fixé, on va se fixer ici une altitude de vol de par exemple 6000 ou 7000 pieds par exemple. Et vous voyez que les espaces orange ici sont des espaces restreints. Alors vous voyez que notre itinéraire ici coupe plusieurs de ces zones. Alors on va s'y intéresser, hein, chacune séparément. Alors ce type pour les débutants, ce type de couloir comme ça, vous voyez, qui sillonne un petit peu le territoire français, hein, ça fait partie de ce qu'on appelle le RTBA, c'est le réseau de très basse altitude. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez vous reporter à je crois que c'est la dernière vidéo que j'ai faite sur les espaces aériens où j'aborde hein, ces zones-là. Le réseau de très basse altitude, pour faire vite, ce sont des zones militaires. Ce sont des couloirs aériens militaires qui sont activables sur la demande des autorités aériennes militaires. Hein. Donc c'est la DIRCAM hein, qui s'occupe de ça, je pense. Les militaires peuvent effectuer des manœuvres à très haute vitesse. En général, ils volent très vite et à très basse altitude. Hein, ils volent assez bas. Voilà. Donc quand ces zones sont activées, quand ces couloirs sont activés, vous ne pouvez pas normalement les traverser. Il ne faut pas aller s'aventurer là-dedans parce qu'il y a un risque de collision qui est important. Les informations concernant hein, ces zones-là figurent sur le SIA et notamment hein, ce qu'on appelle, vous avez hein, le RTBA, vous avez ce qu'on appelle les cartes ASBA hein, sur le SIA qui vous donnent hein, les horaires et les jours d'activation de ces zones. Alors ces zones, elles ont la particularité généralement de se situer assez bas. Et vous voyez que sur cette zone ici, que nous traversons, qui est la R149F, elle va de 800 pieds au-dessus du niveau du sol jusqu'à 1800 pieds au-dessus du niveau du sol. Nous, on va voler à 7000 pieds au-dessus du niveau de la mer, donc on sera très largement au-dessus. On ne va pas s'inquiéter, hein, ça ne nous concerne pas. La zone ici juste à côté qu'on va traverser également, c'est la R57. Pareil, elle va de 800 pieds au-dessus du niveau du sol jusqu'à 1800 pieds au-dessus du niveau du sol. Donc pareil, hein, nous ne serons pas concernés par ces zones-là. Donc on n'en tiendra pas compte. On a une autre zone ici que nous allons traverser. Alors celle-là va nous embêter. Alors vous voyez que vous avez deux zones en fait hein, qui se superposent. La LF R278 et la R279. L'une va de la surface jusqu'à 2500 pieds au-dessus du niveau de la mer. Alors on vole à 7000 pieds, mais là malheureusement c'est sur notre zone de décollage.
Donc forcément, on va traverser cette zone-là et probablement celle du dessus qui est superposée, qui va de 2500 pieds jusqu'à 14005. Donc ça, il faudra aller voir sur le SIA pour avoir plus de détails sur ces zones-là, mais malheureusement, celles-là, on va les traverser, donc il faudra demander une autorisation. Enfin, du moins, dans la réalité, il faudra le faire. En simulation, vous pouvez très bien tenir compte de ces zones ou pas. Ça, c'est à vous de voir si vous en tenez compte ou pas. On peut tout à fait voler tranquillement sans se préoccuper de ces questions-là. Mais je vous le signale quand même. Vous avez également une zone ici, vous voyez cette zone très importante. On va cliquer dessus pour la mettre en évidence. C'est celle-ci, voilà. Alors là, elle va de 11005 à 19005. Nous, on va voler plus bas, elle ne nous concerne pas. Par contre, on a ici la R146A qui va de 4005 à 11500 pieds et elle, malheureusement, on va la traverser. Donc là aussi, il faudra aller s'inquiéter de cette zone-là et voir de qui elle dépend, savoir qui la contrôle. Donc ça, vous le trouverez sur le site du SIA. On a également deux zones ici, deux cercles concentriques qui vont nous intéresser. Alors on va se placer dessus. Alors vous voyez qu'on a la R239, la R506A et la R506B. La R239, elle va de 0 à 5000 pieds. Alors on va cliquer là-dessus et ça s'affiche ici, la R506A sur la carte, c'est ici cette zone-là. Elle va de 0 au-dessus, enfin elle va de la surface jusqu'à 11500 pieds. On va la traverser. On a également celle-ci. Celle-ci, elle va de 11005 à 19500 pieds, donc elle est empilée sur la précédente. Mais celle-ci, on sera en dessous, mais en fait, elle ne nous intéressera pas. Alors, la R506B ne nous intéressera pas, mais la R506A, celle-là, oui, par contre, elle va nous intéresser parce qu'on va la traverser. On a également une zone circulaire ici qui est incluse, enfin, du moins sur la carte, elle est incluse dedans. On va aller également se placer dessus. Alors, c'est un petit peu de mal à s'afficher. Ça veut pas. Si, voilà. Ça y est, ça. Il faut un peu zoomer, dézoomer. Il faut des fois un peu bidouiller pour avoir les infos. Alors, si on va chercher sur cette zone-là, ça doit être la R239. Voilà, c'est la R239. Elle va de 0 à 5000 pieds. Et nous, on va voler ici à 7000, donc on volera au-dessus. On volera au-dessus, cette zone-là ne nous intéressera pas. Donc celle qui va nous intéresser, c'est celle-ci, la R506A, qui va jusqu'à 11500 pieds. Et celle-là, on va quand même, on va passer dedans. Donc il faudra demander une autorisation. Pour les zones restreintes, c'est tout. Pour les zones interdites, il n'y en a pas. On va s'intéresser ensuite aux espaces aériens. Alors ici, on va mettre CDE. Toc. Et E. Et vous voyez que là, on traverse cette espèce de zone. Alors vous voyez que là, on a une zone assez compliquée. En fait, on a 1, 2, 3, 4 zones qui vraisemblablement sont superposées, les unes au-dessus des autres. Et en fait, ces zones correspondent à la zone de Rennes. Vous avez ici, alors on va cacher ça, vous distinguez l'aéroport de Rennes, sur lequel est centré notre vol. On va évidemment traverser une zone située sur un aéroport. Un aéroport qui est quand même conséquent. Il y a du trafic, donc évidemment vous retrouvez des CTR, enfin une CTR et des TMA. La CTR, vraisemblablement ici, c'est cette zone circulaire qui est en contact avec le sol et qui ne va pas nous concerner parce qu'elle est située très basse. Vous voyez ici la CTR de RN, elle est de 0 à 1500 pieds. Alors, si on la met en évidence, voilà, c'est cette zone-là. Nous, on va voler à 7000 pieds, donc elle ne nous concerne pas. Et puis ensuite, il y a une autre zone ici située en périphérie.
c'est pas celle-ci, c'est celle-ci, qui va de 1500 à 3500 pieds, donc elle est posée sur la précédente. Vous avez ensuite une autre zone encore qui est posée sur celle qu'on vient de voir, qui est la TMA de Rennes 2. Vous voyez, elle va de 3005 à 6005. Alors on va passer juste au-dessus. Nous on sera à 7000. Alors attention à ne pas les mordre dedans hein, quand même. Et vous voyez qu'on a une zone ici qui est encore plus vaste. Qui est superposée encore, qui est encore posée sur les précédentes. Et c'est la zone de Rennes 3, hein, c'est une TMA. Alors on va enlever ça, voilà. Et celle-ci va de 6005 à 11500 pieds. Donc nous effectivement on se situera juste au-dessus du plancher hein, de cette zone-là. Et là il faudra contrôler, enfin il faudra contacter le contrôle de Rennes à la fréquence 134. Voilà, c'est donc une zone assez vaste hein, quand même qu'on va traverser. On peut mesurer d'ailleurs sa taille. Hein. On va faire un clic droit, mesurer la distance et on va tirer ici, hop, ceci. Et vous voyez que ça fait quand même 58 nautiques. Donc c'est presque 60 nautiques. Hein. 60 nautiques, ça commence à faire pas mal. Ça fait environ une demi-heure de vol. Alors, si on vole à 120 nœuds, c'est autour d'une demi-heure de vol. On peut tout à fait placer comme ça, hein, par exemple sur notre trajectoire ici, on peut se dire que 5 minutes avant d'entrer dans cette zone-là, on va placer un point qui nous indiquera le moment où il faut contacter ici l'ATC. Le contrôleur de Rennes 3, de la TMA de Rennes 3, pour lui dire qu'on arrive, s'identifier, lui signaler nos intentions, et bien sûr qu'il nous donne l'autorisation nécessaire et éventuellement des instructions pour traverser cette zone. Alors on peut tout à fait ici faire à nouveau un clic droit à la limite là, et mesurer la distance. Alors en 5 minutes, hein, on parcourt, si on fait du 120 nœuds, on parcourt 10 nautiques. Donc on va tirer ici une ligne de 10 nautiques, ce qui va nous amener à peu près, voilà ici. Toc. Et vous voyez que là on est sur notre trajectoire, un petit peu après une nationale d'ailleurs, après une route. On va se mettre un point, on va faire un clic droit sur notre itinéraire, et on va ajouter une position au plan de vol. Vous voyez, ça vous a créé ici un waypoint. Vous voyez que quand on utilise hein, cet outil qui nous permet de mesurer une distance et également un azimut, ça fait d'autres choses d'ailleurs, hein. On verra d'autres fonctions de cet outil. Le départ ici est caractérisé par un petit cercle et l'arrivée à l'autre extrémité par une petite croix. On va cliquer avec un clic droit sur cette petite croix et on va faire enlever, hein, on va enlever cette ligne qui ne nous sert plus. Ce waypoint ici, on peut le renommer, hein, on fait un clic droit dessus et on va le modifier. Et on va l'appeler par exemple appel appel ATC ou appel TMA Rennes 3 134.00 par exemple, pourquoi pas. Ou appel, ouais, on peut faire ça comme ça, on pourrait faire ça comme ça. Voilà. Ce point, il est caractérisé, en fait, hein, alors, si vous utilisez un GPS, évidemment, ce point, il apparaîtra ici dans votre plan de vol. Mais si vous n'utilisez pas un GPS, ce point, il est totalement virtuel, mais vous pouvez le définir par rapport à votre balise. Alors, vous voyez qu'il est sur la radiale, ici, hein, sur une radiale, il y a une certaine distance de ce VOR qui est un VOR DM. Alors on va enlever l'affichage de cette zone-là qui nous embête, voilà. Et bien, toujours avec notre outil, on va faire un clic droit sur notre VOR et on va faire mesurer la distance. On peut faire également CTRL-clic, hein, il existe un raccourci clavier hein, pour cette fonction. Et on va tirer ici une ligne jusqu'à notre point. Alors vous voyez que on peut reprendre hein, cette ligne, on fait un clic gauche dessus et on va la mener ici. Toc. Ça vous dit quoi? Ça vous dit que ce cap ici, vous êtes à 31 nautiques
de votre balise. Hein, cette distance ici, c'est 31 nautiques. Donc quand votre DME vous affichera que vous êtes à 31 nautiques de votre balise et que vous êtes sur la radiale, alors la radiale, elle est indiquée, c'est la radiale 242. Quand vous serez sur la radiale 242 à 31 nautiques ici du VOR DME de Rennes, eh bien vous êtes sur votre point ici. Il faudra appeler donc le contrôleur aérien pour lui signaler votre intention de traverser cette zone hein, qui est la TMA 3. On peut faire ça comme ça dans un plan de vol. On peut le faire. On peut tout à fait inclure un point comme ça dans un plan de vol. Voilà, hein, c'est un exemple ici hein, d'un plan de vol très simple que l'on peut faire comme ça de manière très intuitive, très empirique. On va voir que malheureusement, quand on s'intéresse à des plans de vol un peu plus longs et un peu plus complexes, c'est pas toujours aussi facile et c'est pas toujours aussi évident. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour un nouvel exemple, cette fois-ci un petit peu plus corsé, et on va découvrir d'autres fonctions de Little Navmap. Alors nous allons embrayer sur un autre exemple, et avant de redébuter un autre plan de vol, je vais vous faire une petite parenthèse sur l'utilisation de cet outil hein, que j'ai utilisé précédemment, qui permet ici de mesurer la distance. Alors cet outil il est très pratique hein, et on peut l'utiliser pour faire plein de choses. On va se mettre ici sur une zone un petit peu vide de la carte, au milieu de l'océan. Vous voyez qu'on peut tout à fait l'utiliser avec un clic droit et tirer comme ça une distance. On peut tout à fait faire ça. On peut également faire contrôle. À la touche contrôle enfoncée, vous enfoncez la touche contrôle, vous faites un clic gauche et automatiquement vous allez pouvoir utiliser cet outil. Vous voyez que cet outil, il vous indique un point de départ qui est un petit cercle, un point d'arrivée qui est une petite croix, et voilà, on peut ensuite voilà, on peut reprendre hein, en fait cette ligne et la modifier hein, en allant cliquer sur la croix. Voilà, on peut comme ça modifier. C'est tout à fait réalisable. On peut faire un clic droit ici et enlever ça. Cet outil, vous pouvez en régler certaines fonctions. Alors par exemple, on va tirer un truc comme ça. Et vous allez toujours dans les outils et on va aller afficher, alors c'est, je crois, voilà, c'est là-dedans, hein, dans Map Display Labels, c'est ligne de mesure, et vous avez la possibilité, vous voyez, de cocher différentes cases. Ça va modifier les informations qui s'affichent sur cette petite étiquette. Donc vous pouvez afficher les distances, ça c'est intéressant. Vous pouvez afficher le cap magnétique, le cap vrai. Vous pouvez afficher une radiale. Alors ça c'est très intéressant, c'est quand vous faites partir ici votre point de départ depuis un VOR, depuis une balise. Ça va vous indiquer la radiale que vous suivez. Donc le QDR. Vous pouvez également hein, obtenir l'identification du VOR. Ou d'un terrain. Alors, si vous partez d'un terrain, ça vous donnera... bon alors ici on est au milieu de l'océan, hein, mais si vous partez d'un point de départ qui est un VOR ou un terrain, vous aurez le code qui s'affiche également sur cette étiquette. Vous remarquez une chose, alors ici on ne va pas afficher le cap magnétique, mais vous remarquez que vous avez deux caps qui s'affichent. Ça peut paraître curieux. Vous voyez que vous avez deux valeurs. Alors le T ici c'est pour true, hein, c'est pour le nord vrai, le true north. C'est donc un cap qui est donné par rapport au nord géographique. Le cap magnétique, lui, serait indiqué par la lettre M. Et vous voyez que vous avez deux valeurs qui sont séparées d'un petit triangle hein, qui a la forme d'une flèche. Vous voyez que la première valeur, c'est 91 degrés, la deuxième, c'est 102. Et la distance de ce segment, elle est de 527 nautiques, environ 1000 km. On peut se demander bien sûr, et ça je prends les devants parce que je sais que je vais avoir des questions là-dessus, et je préfère vous y répondre avec la vidéo, parce que c'est quand même plus facile. Vous allez me demander, mais quelles sont ces deux valeurs? Pourquoi est-ce que j'ai deux caps?
Alors si vous faites une recherche, parce que vous avez ici des aides qui peuvent vous donner un certain nombre d'informations sur Little Navmap, on vous dira que ces deux valeurs correspondent au cap de départ et au cap d'arrivée. C'est-à-dire que 91 degrés, c'est le cap géographique, donc le cap par rapport au nord géographique, donc le cap vrai à votre point de départ, et le 102 degrés, c'est le cap vrai à votre point d'arrivée. Alors la question qui va se poser, et que vous allez certainement me poser ensuite, et à laquelle j'aurai beaucoup de mal à vous répondre par écrit, c'est que quand on fait une ligne droite, a priori, le cap de départ devrait être égal au cap d'arrivée. Si on affiche ici notre grille, qui ressemble un petit peu à un repère, grosso modo, à un repère orthonormé, en fait pas tout à fait, mais un peu. On se base, en fait, ce cap magnétique, ce cap géographique, pardon, il est donné par rapport au méridien, par rapport au nord géographique, donc ici c'est par rapport au méridien, qui sont les lignes verticales, je vous le rappelle. Et si on trace ici une ligne droite, forcément l'angle au début c'est égal à l'angle d'arrivée. Sauf que vous voyez que ici, votre ligne droite, elle est légèrement incurvée quand même. Et ça, je vous l'avais abordé dans la première vidéo en vous disant « Ah oui, mais ça en fait c'est une histoire de projection ». Je vous ai expliqué que dans la projection Mercator, une ligne droite apparaissait comme une ligne courbe, plus ou moins marquée. Alors si on s'amuse un petit peu, on va regarder quelques cas particuliers, on va refaire la même chose, on va se placer ici sur l'équateur et on va tracer une ligne. Et vous voyez que là je fais une ligne de 688 nautiques et là je n'ai qu'un angle, je n'ai qu'un cap. Le cap de départ est égal au cap d'arrivée. On va faire la même chose mais dans un autre endroit et on va ici suivre un méridien sur une distance importante, vous voyez, plus de 2200 nautiques. Et là, vous voyez que là également, je n'ai qu'une valeur, je n'ai qu'un cap. Le cap, c'est 180, le cap vrai. Et vous voyez que le cap de notre point de départ et le cap de notre point d'arrivée ont la même valeur. Les deux caps ont la même valeur. Par contre, si je fais un truc comme ça, hop là, 50, 75. Et vous voyez que cette ligne ici qui ressemble, quand on suit un méridien, c'est une ligne droite, quand on suit l'équateur, c'est une ligne droite, toujours. Ça reste une ligne droite, quelle que soit la distance. Là, quand on trace comme ça une trajectoire de manière un petit peu plus hasardeuse, on a ces deux valeurs qui apparaissent et on a également cette déformation. La ligne droite prend la forme d'une courbe sur une projection de type Mercator. En fait, tout ceci va s'expliquer par un problème. En fait, c'est une question de référentiel. Alors quand je vous dis que le cap de départ doit être égal au cap d'arrivée, ce serait vrai sur un repère orthonormé, sur du papier millimétré par exemple, avec un quadrillage régulier et avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées qui seraient perpendiculaires. Ce qui ressemble un petit peu d'ailleurs à ce qu'on a ici, quand on regarde nos méridiens ici. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup parmi vous qui pensent que la Terre est plate et que les méridiens sont parallèles. J'espère. Évidemment que ça, ce n'est pas la réalité. La réalité, une carte plate, quand vous traversez comme ça une portion de la Terre, que vous volez comme ça, que vous traversez une zone comme ça importante du globe terrestre, vous ne volez pas au-dessus d'une surface plate, et les méridiens ne sont pas des lignes parallèles. Vous survolez une sphère, et les méridiens ne sont pas des lignes parallèles, mais des fuseaux. Ce sont des fuseaux horaires d'ailleurs. C'est un petit peu comme les quartiers d'une orange, une grosse orange. D'accord, une grosse orange. Mais ça reste une orange. La vérité, ce n'est pas ça. La réalité, ce n'est pas ça. Ça, c'est une représentation, mais la représentation vous ment. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, ici, vos itinéraires qui sont des lignes droites apparaissent comme des lignes courbes. Ce qui vous montre que c'est une histoire de représentation. La vérité, c'est la projection sphérique. La vérité, c'est ça. Et là, vous voyez que vos lignes, voilà, quand vous vous mettez bien au-dessus, vos lignes courbes redeviennent des lignes droites.
hein. Mais si on regarde évidemment la courbure terrestre, on voit bien que ce sont des courbes finalement que vous décrivez. Des courbes qui suivent la courbure terrestre. Et vous voyez bien que vos méridiens qui dans la projection Mercator sont de formidables lignes, on va grossir un peu, sont des belles lignes parallèles. En vérité, vos lignes parallèles, elles ne sont pas plus parallèles que ça, hein, d'accord? Elles convergent vers le nord. Hein. En fait, elles sont parallèles, on peut les assimiler à des lignes parallèles au niveau de l'équateur. Et qu'à l'équateur, en fait, hein, quand vous étalez votre globe terrestre sous la forme de cette projection-là, la déformation elle est quasiment nulle. Ce qui explique ici que vous n'ayez pas, finalement, vous voyez, il n'y a pas ce problème. Hein. Votre ligne droite reste une ligne droite et vous n'avez qu'un cap. Ça, c'est vrai à l'équateur, et uniquement à l'équateur. Si vous faites la même chose ailleurs, hop, on va faire un essai ici pour s'amuser, vous voyez que ce n'est plus du tout la même chose, parce que vous suivez hein, ici la courbure terrestre. On va enlever ça. On va peut-être enlever ça aussi. On va. D'accord. Donc c'est une question de référentiel. Le référentiel ici, c'est une carte qui est en quelque sorte déformée, hein, qui déforme une sphère en une surface plane et qui déforme des méridiens qui sont convergents vers les pôles en des lignes parallèles. Donc forcément, vous vous retrouvez avec ces deux valeurs. Ce que représentent en fait ces valeurs, c'est l'angle formé entre le méridien à votre point de départ et entre l'angle formé entre votre trajectoire et un méridien depuis votre point de départ, et également le même angle formé entre toujours un méridien et toujours votre trajectoire au niveau ici du point d'arrivée. Si vous n'êtes pas convaincu, alors on va effacer tout ça. Alors vous pouvez effacer ces courbes une par une, vous pouvez également aller ici, sur cet petit outil, et vous allez pouvoir effacer un certain nombre de choses de la carte. Alors attention à ne pas effacer n'importe quoi, hein, là on va simplement cocher la dernière case. Voilà. Imaginons qu'on fasse, hop, on va faire quelque chose d'assez simple, on va faire un truc comme ça et un truc hop, comme ceci. Et bien vous voyez, on vous dit 72, 108, c'est-à-dire que vous avez 35 degrés d'écart de cap entre votre point de départ et votre point d'arrivée. Que mesure ce 72? Eh bien il mesure tout simplement l'angle formé entre votre trajectoire ici et le méridien. Si on mesurait ça, on pourrait le faire. On va hop, tirer une ligne. Donc ici vous voyez que vous êtes à 0, et si on fait quelque chose qui est parallèle, à peu près parallèle à notre trajectoire, vous voyez qu'on a bien 72. On retrouve bien 72. L'angle formé entre le méridien et ici une tangente, hein, ou en tout cas localement la direction ici, hein, le cap de votre appareil, c'est bien 72. Et au point d'arrivée, qu'est-ce qui se passe? On fait la même mesure. Hop. Alors là, on va se mettre ici par exemple. Hop, on va tirer. Voilà, donc là, on est à 0. Et ici, vous voyez qu'on est à 108. Et 108, c'est bien l'angle formé entre le méridien, c'est-à-dire le nord géographique, et votre trajectoire. D'accord? Donc on a bien deux caps différents. Votre trajectoire, en fait, hein, il faut la voir comme ceci. Alors, d'accord? C'est l'angle formé entre ça et ça, et vous voyez bien que on est dans une situation tout à fait différente entre là. Entre cet angle-là, évidemment, n'a rien à voir avec, si on se met ici, cet angle-là, hein, qui est beaucoup plus important. Et ceci est dû simplement au fait que vous volez sur la Terre, hein, et que vous suivez donc vous épousez une surface courbe, et que vous vous basez à des méridiens qui sont, bien sûr, des lignes qui ne sont pas du tout parallèles, mais qui sont des lignes convergentes. Voilà l'histoire de ces deux valeurs, hein, de ces deux caps. Voilà, je voulais vous faire une petite parenthèse là-dessus, parce que je pense que c'est un outil qui est très pratique, mais on peut buter sur ce petit point de détail, et les explications qu'on trouve sont pas forcément très faciles à comprendre. Voilà l'explication. On va fermer la parenthèse, hein, et on va retourner sur nos histoires de plan de vol. On va revenir sur une projection Mercator et on va revenir en France et nous allons regarder un vol
Alors on va faire un Beauvais-Nice, hein, qu'on avait je crois déjà abordé d'ailleurs dans la vidéo précédente. Alors nous allons aller hop ici, donc LFOB, LFMN. On lit la description, on crée le plan de vol. Voilà, donc un plan de vol quand même plus conséquent que celui qu'on a vu il y a quelques minutes. On va afficher nos balises. Alors là, vous voyez que c'est pas très clair, donc on peut un petit peu diminuer hein, le diamètre d'affichage. Ce qui ressort comme ça à première vue, hein, si on veut créer comme tout à l'heure un plan de vol comme ça un petit peu au jugé, hein, en se disant bon tiens je vais inclure telle balise, etc. Ben, on voit que le vol il est beaucoup plus long, qu'il y a beaucoup plus de balises que tout à l'heure, qu'il n'y a pas tellement de balises qui soient directement sur notre itinéraire, hein, il va falloir aller les chercher un petit peu à droite à gauche. Et on se rend compte aussi qu'il y a des disparités, hein, la disposition de ces balises, hein, c'est pas un quadrillage comme ça régulier. En fait ces balises, il y a des endroits où il y en a beaucoup comme ici, ici aussi un petit paquet, là on en a aussi une petite grappe, hein, puis ailleurs il y a des zones où il n'y en a pas beaucoup, hein, voire pas du tout. Donc ça va nous compliquer la tâche. Alors les critères de choix des balises, ça va être lesquels? On va chercher d'abord des balises qui se trouvent à proximité de notre trajectoire, hein. Donc on préférera utiliser par exemple une balise comme celle-ci ou comme celle-ci plutôt qu'une balise située ici, hein. On préférera une balise située là qu'une balise située là. On cherchera également des balises qui ont des portées importantes, hein. C'est plus pratique, et puis ça réduira le nombre de balises, parce que si vous avez que des balises qui font 40 nautiques de portée et que vous avez un itinéraire de 1000 nautiques, ça va faire beaucoup de balises. Il va falloir changer de fréquence tout le temps, suivre à chaque fois des radiales différentes, ça va être très compliqué. Si par contre vous faites un parcours avec seulement 2 balises par exemple, c'est beaucoup plus facile. On va également choisir, alors après il y a d'autres critères, hein, mais ces deux-là sont les plus importants. Des balises qui soient proches de notre itinéraire, hein, qui ne fassent pas faire de grands détours, et des balises qui aient une portée assez grande. Alors, on privilégiera toujours les balises qui ont une portée importante. Ensuite, il faudra tenir compte éventuellement du relief, qui peut bloquer hein, les ondes radio, ce sont des ondes radio, et ça peut nous embêter, et notamment, alors, si vous affichez l'Open Topomap, hein, vous voyez qu'on va traverser sur la partie, à la fin de notre itinéraire, hein, on va traverser une partie des Alpes, et là on va avoir des sommets quand même relativement importants, ça risque de poser problème. Ça peut être compliqué, il faudra en tenir compte. Il faudra également en tenir compte, bien sûr, pour déterminer l'altitude de notre itinéraire. Alors, on voit qu'on a de la chance, d'une certaine façon, hein. On a une balise ici proche de notre point de départ. On a la balise de Beauvais. On pourrait tout à fait l'inclure dans notre plan de vol. Alors on peut faire ça avec cet outil, hein, en fait, activer ou désactiver hein, le mode édition du plan de vol sur la carte. On peut également passer par le menu déroulant, c'est ici. Donc on va hop, activer ça, on va aller cliquer sur notre plan de vol et on va hop, inclure un autre balise. On peut faire ça comme ça par exemple. Maintenant, ce qui va nous intéresser, bien entendu, c'est la portée de ce VOR. Et vous voyez que ce VOR, hein, quand on place le curseur dessus, il a une portée de 60 nautiques. 60 nautiques, c'est pas énorme, c'est un petit VOR. C'est pas un VOR très important. C'est plutôt un VOR qu'on utiliserait pour réaliser une arrivée et une approche sur Beauvais. Alors, pour de la navigation comme ça, la portée est quand même assez limitée, donc ce VOR va peut-être être finalement pas très intéressant. Il est proche de notre point de départ, il est proche de notre trajectoire. C'est vrai que c'est un VOR, il a des qualités, mais il a un gros défaut, c'est une portée quand même réduite. Et vous voyez qu'après, hein, il n'y a rien autour. Hein. Après, il n'y a pas grand-chose. Donc on va chercher peut-être plus loin un VOR qui aurait une portée plus importante. Alors qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? Là on en a deux hein, qui sont l'un à côté de l'autre, qui ont l'air quand même pas si mal que ça. Voilà, on peut regarder celui-ci. Vous voyez que celui-ci, il a une portée de 40 nautiques. Pas très intéressant. Celui-ci à côté, Papa Golf Sierra, c'est le VOR DME de Charles de Gaulle, il a une portée de 110 nautiques. Ah, là c'est quand même mieux, hein. C'est beaucoup plus intéressant. Donc celui-là est un bon candidat. Celui-là, il va nous paraître un petit peu excentré.
donc on ne va pas l'utiliser, et il a une portée de 60 nautiques. C'est quand même trop court, ça va nous faire un gros détour, enfin c'est pas du tout un bon candidat. On en a un autre ici, mais celui-ci il a une portée que de 60 nautiques. Et vous voyez que pas intéressant non plus. Alors pour visualiser facilement les portées de nos VOR, hein, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez un outil, alors vous pouvez aller faire un clic droit ici sur votre VOR et vous pouvez afficher des anneaux de portée. Donc on a vu que ce VOR, il avait une portée de 110 nautiques. Donc on peut faire un clic droit. On fait ça, et là on va dire qu'on veut, voilà, 110 nautiques. Donc vous voyez que 110 nautiques, hein, ça couvre une très large portion, hein, de notre plan de vol, et de toute façon, le terrain de Beauvais est largement compris dedans. Donc ce VOR de Roissy Charles de Gaulle, on va l'intégrer dans notre plan de vol. C'est un candidat tout à fait sérieux. On va pouvoir enlever ici hop, nos trucs. Voilà. Ensuite, on va chercher bien sûr d'autres candidats. Alors, on a vu que cela était assez... alors celui-là, il a une portée de 100 nautiques, donc il peut être intéressant. Celui-ci pourrait être intéressant. Mais en fait, vous voyez qu'on est encore trop proche ici du VOR de Roissy Charles de Gaulle, hein. On va faire réapparaître un autre le range ici, 110 nautiques. Hop, ok. Voilà. Et vous voyez qu'on est couvert jusque là. Donc il faudrait trouver un VOR qui a une portée suffisante. Alors vous voyez que là après, hein, sur cette portion là, il n'y a pas beaucoup de candidats. Il y en a un ici qui est un petit peu loin. Il a une portée de 100 nautiques, qui peut être intéressant. Celui-ci, il a une portée de 80 nautiques, qui était un peu moins intéressant. On en a ici également, hein, qui sont très proches. Alors, est-ce qu'ils sont suffisamment puissants? Alors, on a celui de Chambéry, 80 nautiques, et on a celui-ci à côté, qui est un petit peu plus loin, mais qui est encore assez proche, le VOR de Lyon-Saint-Exupéry, 140 nautiques. Alors, 140 nautiques, c'est un bon candidat. Alors, pareil, hein, on va visualiser. Toc. Et on va faire 140 ici. On va rajouter un anneau de 140 nautiques. On peut lui donner une couleur différente. Toc. Voilà. Et vous voyez que ce VOR, il est particulièrement intéressant parce qu'il recouvre le VOR précédent. Donc il y a une portion ici, hein, qui sera commune aux deux, donc il n'y aura pas de problème, hein. Normalement, on devrait toujours capter. Le seul petit inconvénient quand même, et pas des moindres, c'est qu'il ne va pas jusqu'au bout, et puis surtout, c'est qu'on arrive sur cette zone, hein, cette fameuse zone montagneuse, qui va nous embêter. Donc il faudra probablement ici resélectionner un VOR sur notre point d'arrivée. Alors vous voyez que sur notre point d'arrivée, on a plusieurs possibilités, mais on en a notamment un sur Nice, sur l'aéroport de Nice. On a un VOR qui a une portée de 100 nautiques, donc quand même assez conséquent. Donc on pourrait tout à fait l'intégrer à notre plan de vol. On peut même d'ailleurs noter ici, hein, voilà, 100 nautiques. Et vous voyez que la totalité de notre plan de vol est couvert par des VOR. Voilà. Avec ces trois VOR là, on devrait s'en sortir de manière tout à fait honorable. On peut bien sûr enlever tous ces anneaux de portée, hein, qui viennent un peu surcharger notre affichage. On pourrait également masquer les VOR, mais on va les garder encore un petit peu. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est tout. Alors c'est déjà, on va intégrer, hein, le VOR de Lyon-Saint-Exupéry à notre plan de vol, hop, comme ceci. Donc vous voyez que ici, hein, on part de Beauvais, on passe par le VOR de Roissy Charles de Gaulle, puis par ici Limace Sierra Echo à Lyon-Saint-Exupéry, et on va finir. Alors vous voyez que sur Nice, hein, je n'ai pas intégré ce VOR à mon plan de vol parce que ça va nous faire un truc un peu bizarre. Voilà, ça va nous faire un truc un peu comme ça, et j'ai pas trop envie d'avoir un truc comme ça.
Donc ce que je vais faire, je vais utiliser mon super outil, CTRL-clic sur ce VOR, toc, et je vais aller, hop, me tirer une ligne. Alors attention, parce que là je suis mal parti. Alors pourquoi je fais ça? Et bien tout simplement parce que, hop, 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 ça va me donner à la fois la distance, mais surtout la radiale. Toc. Et vous voyez que ici, par rapport donc à ce VOR Alpha Zulu Romeo, ça vous donne la fréquence, ça vous donne la distance 150 nautiques et ça vous donne la radiale. Il faudra suivre la radiale 323 de ce VOR. En QDM, il faudra bien sûr trouver le QDM complémentaire, c'est-à-dire que vous enlevez 200, ça fait 123, vous rajoutez 20, ça fait 143, il faudra voler au QDM 143 vers ce VOR. Et là, vous voyez que vous avez réalisé l'essentiel de votre plan de vol. Voilà, pour réaliser un plan de vol un peu plus complexe, vous voyez, on peut tout à fait travailler comme ça. Ici, je vous referai pas toutes les zones qu'on va traverser, toutes les zones contrôlées, parce qu'on y passerait trop de temps. Puis c'est pas tellement l'objet. Maintenant, vous avez compris le principe. Je vous ai, je pense, suffisamment détaillé comment travailler avec toutes ces zones-là. Vous voyez qu'ici, c'est très complexe. Bon, c'est même très complexe parce qu'on survole cette zone très large de Paris. Donc il faudrait opter d'ailleurs pour un niveau de vol assez élevé pour pas être trop embêté. Et puis ensuite on traverse encore d'autres zones à fort trafic, comme Lyon. Nice aussi, il y a un trafic important du côté de Nice. Voilà donc pour un deuxième plan de vol un petit peu plus, un petit peu plus corsé que le précédent, mais vous voyez que même intuitivement, on peut comme ça, en cherchant de proche en proche, on peut s'en sortir. On va maintenant envisager un plan de vol dans une troisième vidéo. On va envisager un plan de vol un petit peu plus compliqué. Et vous allez voir que nous allons découvrir d'autres outils. Donc je vous abandonne quelques instants et on se retrouve pour un troisième plan de vol. Donc j'ai démarré ici un plan de vol, un troisième plan de vol. Alors vous voyez qu'il est plus long, il s'établit ici entre LFPG, c'est-à-dire Roissy-Charles de Gaulle, et notre aéroport d'arrivée, c'est un aéroport en Grèce, l'aéroport de Thessalonique, c'est LGTS. Donc vous voyez qu'on traverse une partie de l'Europe, comme ça, du nord-ouest au sud-est. C'est un parcours à vol d'oiseau d'environ 1000 nautiques. Et si nous affichons nos VOR, ça devient un peu compliqué. Bon, typiquement, c'est le genre de vol qu'on ferait plutôt avec un GPS. C'est vrai que là, on irait plutôt emprunter des routes hautes, des routes aériennes hautes avec le GPS, mais on pourrait tout à fait, avec un appareil plus modeste et peut-être une avionique un peu plus ancienne, envisager de faire un plan de vol avec des balises et en empruntant peut-être des routes basses. Vous voyez que là, ça commence à devenir assez compliqué. Alors on peut toujours, bien sûr, sélectionner un des VOR comme ça qui serait proche de notre itinéraire, comme celui-ci par exemple, voilà, et voir s'il pourrait être un bon candidat. Alors, vous voyez que ce VOR, Mostar, il a une portée de 50 nautiques, pardon, donc c'est très faible, c'est vraiment très faible. Il est bien placé, mais malheureusement sa portée est beaucoup trop faible. Alors, on pourrait comme ça afficher avec la méthode que je vous ai indiquée les portées de chaque VOR. C'est un peu fastidieux en fait. Alors, il existe une technique beaucoup plus facile que maintenant je vais vous dévoiler. C'était pour vous faire un petit peu découvrir cet outil, mais vous allez voir qu'en ce qui concerne les VOR, il y a beaucoup plus simple. Vous allez tout simplement appuyer sur la touche majuscule de votre clavier que vous allez maintenir appuyé et vous allez cliquer sur la balise qui vous intéresse et automatiquement vous voyez que vous avez tous les anneaux de portée qui s'affichent. Il n'y a aucune autre manipulation à faire. Pour enlever l'anneau de portée, c'est la même chose. Touche majuscule enfoncée et vous faites un clic gauche sur la balise qui vous intéresse.
voyez que c'est très simple. On pourrait comme ça aller parcourir tous les VOR qui nous intéressent. Hein. Vous voyez que celui-ci a une portée trop modeste. On pourra envisager peut-être celui-ci. Mais vous voyez, là, il y a un trou. Hein. Vous voyez, il faudrait donc faire ça de proche en proche sur tout l'itinéraire. Alors, bien sûr, c'est faisable. Hein. On pourrait comme ça s'amuser. Vous voyez que cette façon de faire, autant elle peut être amusante sur un plan de vol assez court, rapidement elle devient quand même assez fastidieuse. Donc on va utiliser un outil très utile qui est un assistant. Alors cet assistant, il est disponible alors soit depuis le menu déroulant avec cette ligne-là, hein, calculer le plan de vol, vous avez un raccourci clavier, pourquoi pas, et vous avez également un outil, c'est cette ligne brisée avec une petite baguette de sorcier là qui lance des étincelles. Voilà, calculer un plan de vol entre le départ et la destination. Vous cliquez dessus et vous avez cette fenêtre qui apparaît. Alors, il faut savoir que cet outil vous permet de créer des plans de vol très complexes et surtout de nature très différente. Vous pouvez très bien voler avec des balises, vous pouvez emprunter des routes basses, des routes hautes. Vous pouvez également privilégier plutôt l'utilisation des routes publiées, avec donc parfois des détours, hein, parce que ce ne sont pas forcément les voies les plus directes, mais également vous pouvez envisager de faire un vol plus direct. Alors cet outil, on ne va pas le découvrir dans sa totalité, hein. Je préfère vous le faire découvrir au fur et à mesure avec différents exemples, de manière à ce que ça ne soit pas trop lourd. On vole ici avec des balises, donc on va tout simplement s'intéresser à cette partie basse. Hein, voilà, radio, nav, aide. Les NDB, on ne va pas les utiliser, hein, sur un plan de vol comme ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et ce qui va nous intéresser, c'est de calculer notre plan de vol depuis notre point de départ jusqu'à notre destination. On pourrait également utiliser cet outil, cet assistant, juste sur une partie du plan de vol, par exemple, qui vous pose problème. Pourquoi pas, hein, vous avez fait toute une partie manuellement, puis il y a une partie du plan de vol, vous êtes un peu hésitant, vous pouvez demander l'aide de l'assistant. Hein. Mais ici, ce n'est pas le cas. On va faire la chose le plus simple. Donc, on va cocher ici cette première partie, et enfin cette première option, et la toute dernière. On va s'intéresser à la première et à la dernière. Vous remarquerez que pour utiliser cet assistant, il faut avoir bien entendu décidé auparavant de votre plan de vol. Alors, sinon, ça ne fonctionne pas. Il faut votre plan de vol ici, hein, voilà, on l'a défini, on a défini un point de départ, un point d'arrivée. Si vous le faites sans ça, ça ne fonctionnera pas, il vous mettra un message d'erreur. Et on fait simplement calculer. Et vous voyez que là, en une fraction de seconde, hein, il vous a calculé un plan de vol magnifique. Enfin, on l'espère. Voilà. Ce plan de vol, bien sûr, il est totalement théorique. Hein. Voilà, c'est une proposition que vous pouvez bien entendu ensuite modifier. Par exemple, vous pouvez tout à fait faire une escale. Hein. Moi, si vous dites, attendez, moi mon avion, il faut que je fasse une escale. Vous voyez que ici, par exemple, on a un petit terrain. On peut très bien faire une escale sur ce terrain-là. Très simplement, hop, vous allez ici, toc, hein, vous faites ça et vous allez inclure votre terrain ici et vous dites voilà, moi ici je fais sur cet aéroport au nom absolument imprononçable, vous allez faire une escale par exemple pour vous ravitailler en carburant ou simplement faire une pause. C'est tout à fait envisageable. Vous pouvez bien sûr supprimer une balise et la remplacer par une autre. On peut fermer cet assistant qui a fait son travail. On peut bien sûr se dire, mais finalement, est-ce que cet assistant il est fiable? Voilà, puis peut-être parce que vous avez ajouté un terrain comme ça, vous avez peut-être fait une petite modification dans votre itinéraire, et vous vous dites, mais est-ce que finalement, ici, toute la totalité de mon parcours est bien couvert par les balises? Pour le vérifier, hein, encore une fois, rien de plus simple, on peut tout à fait aller comme ça, cliquer, un majuscule clic sur les balises. Voilà, vous pouvez le faire comme ça. C'est une façon de faire. Je vais vous montrer une méthode plus facile. Vous affichez votre plan de vol et vous allez sélectionner les balises qui vous intéressent. Alors, donc avec la touche contrôle enclenchée, hein, maintenue, vous pouvez comme ça sélectionner toutes les balises qui vous intéressent. Une fois que vous avez sélectionné les balises que vous voulez voir, vous faites un clic droit et vous allez ici ajouter un anneau de portée. Voilà. Et là vous voyez que
Voilà, vous avez tous les anneaux qui s'affichent très rapidement. Alors vous voyez quand même qu'il y a des zones un petit peu, un petit peu limites. Hein. On peut afficher d'ailleurs... Donc ça c'est vraiment théorique, hein. Mais ça ne tient pas compte par exemple du relief. Voilà. Vous voyez que là par exemple, bon, il est tout à fait possible, hein, on est vraiment, on va traverser des zones montagneuses, et vous voyez qu'on est vraiment à la limite de la portée de nos vors. Il est tout à fait possible qu'on perde le signal. Hein. Sur une portion comme ça, il est possible qu'on perde le signal pendant un petit moment. Bon là, ça se passe plutôt bien. Là aussi, hein, il est tout à fait possible qu'on ait une petite zone où on perde le signal. Je ne sais pas si c'est montagneux dans ce coin-là. Oui, un petit peu quand même. Hein, il y a un petit peu de montagne. Hein, vous voyez ici, une petite zone montagneuse quand même. Il y a un peu de relief. Il est peut-être possible hein, que sur une petite portion ici, vous voyez, quand on arrive un petit peu à la limite de la portée de notre vore, s'il y a du relief, c'est pas sûr. Hein, vous voyez que ce plan de vol qui vous est proposé par l'assistant ne tient pas compte de tout. Hein, donc ça peut éventuellement s'affiner. On pourrait tout à fait le modifier. Alors, mais c'est vrai que c'est quand même un outil extrêmement pratique. Voilà. C'est, je crois, hein, un peu l'arme ultime. Hein, c'est vraiment un outil extrêmement précieux qui vous permettra de réaliser très très vite hein, des plans de vol comme ça très longs avec des balises. Mais on le verra dans d'autres vidéos également avec tout type de plan de vol en fait. Alors, cet assistant est vraiment extrêmement pratique et extrêmement puissant. Encore faut-il le paramétrer correctement. Et ça, c'est un autre problème. Il y a un dernier problème qui peut se poser. Ça concerne les routes aériennes. Et ça, on va l'aborder dans le prochain chapitre. Hein, donc je vous abandonne à nouveau quelques secondes et on se retrouve avec un nouvel exemple. Alors pour illustrer hein, mon histoire sur les routes aériennes, on est allé en Australie, sur la côte ouest australienne. Et j'ai été faire ici un vol assez simple. Alors, on va afficher peut-être mon plan de vol. Voilà, comme ceci. On va entre ce terrain ici, YPLN, qui s'appelle Learmonth, bon, pourquoi pas, et le point d'arrivée qui s'appelle, enfin l'aéroport d'arrivée qui s'appelle YGEL, c'est Geraldton. Bon, peu importe, hein, je vous avoue que ce sont des terrains que je ne connais pas du tout, mais l'Australie je ne connais pas du tout, mais peu importe, hein, c'est un exemple. Et vous voyez que j'ai utilisé une balise sur mon point de départ. Voilà, ici, le VOR donc du point de départ, hein, LM, Lima Mike, et j'ai utilisé le deuxième VOR, le VOR de Geraldton, Golf Echo Lima, qui est situé donc hop à l'arrivée. Alors ce plan de vol, hein, si vous avez la curiosité, vous allez voir qu'il est loin d'être parfait. Alors, il comporte déjà un premier défaut. Il y a un trou. Il y a une zone ici, il y a une petite zone qui n'est pas couverte par les VOR. Donc il y a une petite zone comme ça, on ne sera pas guidé. Donc ça déjà, un petit peu compliqué, hein, c'est un peu gênant. Premier défaut, c'est pas insurmontable, hein, on pourrait tout à fait voler comme ça à l'estime pendant sur une petite distance. Ça fait 35 nautiques, à peu près une trentaine de nautiques, donc c'est pas énorme, hein, ça fait un quart d'heure, 20 minutes de vol, hein, avec un petit appareil. On pourrait tout à fait envisager de voler comme ça, puis ensuite d'attendre de rentrer dans la zone, hein, ici couverte par notre deuxième VOR. C'est gênant, mais c'est pas rédhibitoire. C'est pas rédhibitoire. On pourrait tout à fait voler comme ça. Par contre, on va avoir un problème avec les routes aériennes. Alors vous pouvez afficher les routes basses. Alors il faut savoir que vous avez un certain nombre de routes basses, qu'on appelle également des routes Victor, qui peuvent relier les VOR entre eux. Alors ces routes, elles ne relient pas forcément, elles ne passent pas forcément par les VOR, mais un certain nombre d'entre elles passent par les VOR. Alors pour les afficher, vous avez ces trois boutons qui permettent d'afficher les routes basses, les routes Victor, hein, les routes jet qui sont les routes hautes, donc dans l'espace aérien supérieur, et ici des routes transatlantiques, plutôt hein, celles qui traversent les océans en fait. Voilà, les routes basses, hein, on va les afficher comme ça. Vous pouvez modifier l'affichage des routes basses. Alors c'est là-dedans, je crois. Je cherche toujours un peu.
Plan de vol, ça doit pas être là. Voilà. Affichage de la carte, c'est plutôt là, météo de l'aérodrome, voie aérienne, voilà. Ici, vous voyez que moi, ces routes aériennes, je les ai affichées à 200% et j'ai mis le texte à 150%, parce que malheureusement, elles sont très peu visibles sur les cartes. Ah oui, par défaut, moi je les trouve pas très visibles, donc j'aime bien les grossir. Mais ça, c'est à vous de voir, hein. C'est juste, vous avez la possibilité, c'est plus pour vous indiquer que vous avez la possibilité de les grossir ou pas. Moi, je les trouve plus lisibles comme ça. Ces routes, elles sont caractérisées par un nom. Elles portent un espèce de matricule. Voilà, hein, ici, Whisky 321, Zulu 102, etc. Comment est-ce qu'on circule? Ce sont des autoroutes du ciel, hein, pour les gens qui ne seraient pas familiers avec ces histoires de routes aériennes. Elles sont caractérisées donc généralement par des fixes, hein, des points ici. Les routes basses, éventuellement, peuvent passer par des balises, mais pas toutes. Il faut savoir que ces routes, on y circule comme sur les autoroutes, il y a un sens de circulation. Alors, on ne peut pas faire comme sur Terre, hein, une séparation gauche et droite avec un terre-plein central. Les vols sont séparés par niveau de vol. Hein. Donc, classiquement, on applique ce qu'on appelle la règle semi-circulaire. Si vous volez vers l'ouest, vous volez à un niveau de vol pair, 80, enfin 0,80, pardon, 0,80, 100, 120, etc. Je suis désolé, ma voix est un petit peu cassée, je tousse un petit peu parce que j'ai fait un petit épisode, je me suis bien enrhumé, et j'ai encore un peu de séquelles, voilà, mais je voulais faire cette vidéo, donc voilà, je tire un peu sur ma voix et sur le reste, mais bon, j'espère que ça restera compréhensible. Voilà, ce qui explique que j'ai un petit peu de tout, hein, entre deux phrases. Voilà, je suis désolé, mais je ne peux pas faire autrement. Je vous expliquais donc que ces routes aériennes, hein, on circule sur des niveaux de vol pairs quand on va vers l'ouest, et sur des niveaux de vol impairs quand on va vers l'est. Ça permet d'éviter les collisions. Hein, comme ça, les appareils volent tous dans le même sens, suivant les niveaux de vol. On sépare en fonction des niveaux, les vols en fonction de leur niveau de vol. Sur certaines routes, c'est du sens unique. Comme ici, vous voyez, vous avez une petite flèche, ça vous indique que c'est du sens unique. Donc vous ne pourrez l'emprunter, quel que soit vos niveaux de vol, que du nord vers le sud. Ici, sur cette route-là. Ici, vous voyez que notre route H16, on ne peut y voler que du sud vers le nord. Et nous, évidemment, on vole du nord vers le sud. Donc on va la prendre dans le mauvais sens. Ce qui normalement dans la réalité n'est pas possible. En simulation, vous pouvez, si vous volez chez vous et que vous ne voulez pas trop vous enquiquiner avec ça, vous pouvez tout à fait ne pas en tenir compte. Alors, évidemment, vous pouvez voler comme ça de vore à vore et ne pas en tenir compte. Vous pouvez afficher, hein, les propriétés de ces routes. Alors celle-ci, vous voyez que le type des segments, tous les deux, c'est-à-dire que c'est une route qui s'établit à la fois dans le niveau de, dans l'espace aérien inférieur et supérieur. Certaines routes font les deux. Certaines routes ne sont que dans l'espace inférieur ou que dans l'espace supérieur. Donc vous pouvez vous amuser comme ça à cliquer sur des routes, hein, pour afficher leurs caractéristiques. Voilà, bon, alors sur certaines vous aurez les planchers et les plafonds. Ici sur l'Australie, on n'a peut-être pas toutes les... Alors si vous avez une altitude maximale, hein, 20 000 pieds ici, bon, ça dépend, hein. Souvent on a un plancher et un plafond. Alors sur l'Australie, je connais pas très bien, je connais même pas du tout la réglementation. Voilà, bon là c'est un petit peu... Bon, ces routes apparemment sont quand même... vont très haut. Hein. Elles vont jusqu'à la limite de l'espace aérien inférieur, mais on ne nous indique pas de plancher. Donc là, il faudrait théoriquement trouver une alternative. Alors, on va enlever ceci. On peut tout à fait sélectionner cette portion-là de notre plan de vol et déclencher l'assistant. Voilà, et dire voilà, pour la sélection. Et là, on va utiliser non plus les balises, mais les routes aériennes. Donc on a coché voie aérienne et on va s'intéresser aux voies aériennes inférieures, basse altitude. Et on fait calculer. Et vous voyez que là, automatiquement,
voilà, il vous fait éviter cette route-là, et il vous envoie donc sur une route ici un petit peu détournée avec, il vous ajoute un VOR qui vous permet voilà, de contourner le problème. Et donc vous empruntez ici une route, la W14, voilà, bon, peu importe, peu importe. C'est pas, voilà, mais simplement vous voyez qu'on va éviter ici cette route qu'on prenait à contresens. Imaginons maintenant, on va revenir sur la situation initiale, on va revenir sur ce plan de vol là, mais imaginons qu'on inverse notre plan de vol. Alors on peut l'inverser tout simplement avec ce bouton, plan de vol inverse. Et vous voyez qu'on part ici de notre terrain situé au sud pour aller vers notre terrain situé au nord. Et bien là, dans ce cas particulier, on parcourt notre route aérienne dans le bon sens. Donc normalement, ça ne devrait plus poser de problème. Donc si on refait la même chose et qu'on lui demande de nous calculer notre vol, vous voyez que là, il ne nous fait plus faire de détour. Il nous laisse sur cette route, pour la bonne raison qu'on la parcourt dans le bon sens. Il nous intègre simplement les points, vous voyez, tous les fixes, à cette route, voilà, il les rajoute. En fait, ils font partie de la route. Ces points font partie de la route, donc c'est juste ici une indication supplémentaire. Ces routes sont des routes contrôlées, donc normalement, quand vous passez sur ces points-là, vous devez déclarer votre passage. Vous avez le contrôle aérien et vous lui dites voilà, je pars sur Tolag, je viens de passer Tolag, je viens de passer Ouara, je viens de passer Eurad. Ça lui permet, lui, de vous signaler sur la route. Alors, vous vous identifiez avec votre immatriculation, votre altitude, votre code transpondeur, etc. Donc vous voyez que quand vous demandez à l'assistant de vous calculer un plan de vol dans un sens, il intègre bien que vous êtes sur une route aérienne et que malheureusement vous êtes en infraction. Donc il vous propose une alternative avec un petit détour, un petit détour sur une zone, sur des routes qui ne posent pas de problème. Par contre, dans l'autre sens, où vous parcourez la route dans le bon sens, là, il ne vous embête pas. Ici, on a fixé une altitude à 10 000 pieds. Si on lui demande éventuellement d'ajuster, il ne nous dit rien, donc bon, a priori, on est bon. Donc on pourrait tout à fait parcourir voilà, ce plan de vol comme ceci. Mais vous voyez que suivant le même plan de vol parcouru du nord au sud ou du sud au nord, vous ne pourrez pas emprunter la même route. Alors ça, quand vous utilisez juste les balises, vous ne pouvez pas le savoir, mais il va falloir aller regarder ici, du côté des routes, de ces routes Victor notamment, pour voir s'il n'y a pas des règles de circulation que vous pourriez éventuellement enfreindre. Et ça va dépendre bien sûr des routes sur lesquelles vous pouvez vous trouver et du sens sens de votre vol, le sens dans lequel vous allez effectuer votre itinéraire. Et vous voyez que là, entre le vol nord-sud et sud-nord, à l'aller ou au retour, vous n'aurez pas le même plan de vol à cause de cette histoire de réglementation sur les routes aériennes. Voilà. Ça, c'est vraiment, je dirais, la cerise sur le gâteau. On n'est pas obligé, quand on vole en simulation, de s'intéresser à ces problèmes-là. Néanmoins, si vous voulez faire vraiment les choses correctement, il faut s'y intéresser. Si vous voulez voler en réseau, là aussi je pense que le contrôleur aérien vous expliquera que votre plan de vol il est peut-être pas réalisable pour des raisons de réglementation. De la même manière, si ensuite vous faites des plans de vol avec des routes hautes, il faudra tenir compte, parce que là vous empruntez normalement des routes aériennes, vous empruntez plutôt les routes aériennes, et vous serez tenu quand même de respecter les sens de circulation, soit en modifiant votre altitude, soit, comme c'est le cas ici, en faisant un détour. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'utilisation de Little Navmap pour l'établissement des plans de vol à l'aide des balises. Vous avez vu qu'on pouvait tout à fait faire un plan de vol intuitif, comme ça, juste sur la carte, en sélectionnant les balises manuellement. Après, on peut visualiser les espaces aériens, on peut bien sûr s'inquiéter de la météo, etc., de tous ces problèmes un petit peu à la marge, à la périphérie du plan de vol, mais ce n'est pas l'objet ici de ce tutoriel. Vous pouvez également utiliser un assistant, vous avez vu qui est très utile, et vous pouvez également ensuite, dans un troisième temps, aller vous intéresser à ces routes aériennes, et notamment au sens de circulation, et là il faudra soit modifier votre niveau de vol, pour respecter la règle semi-circulaire, soit éventuellement faire un détour.
Voilà ce qui vient clore, et c'est une bonne chose parce que je crois que ma voix est en train de partir. Voilà ce qui vient clore ce petit opus consacré au plan de vol avec l'état de Navmap. Dans une prochaine vidéo, on retrouvera, j'espère, ma voix, mais aussi des plans de vol, mais cette fois-ci sur les routes supérieures. Je vous remercie pour votre fidélité et pour votre immense attention, et je vous dis à très bientôt.